Joseph Chujang Puemi. Monnaie, servitude et liberté. Chapitre 3. Qui gouverne? Le gouvernement ou monsieur le gouverneur? L'examen rapide qu'on vient de faire des principales techniques de répression interne, donc une idée de la gravité des réglementations parfois inspirées par des soucis louables, mais le plus souvent préjudiciables au bon fonctionnement des mécanismes monétaires et financiers. Il est intéressant de savoir pourquoi et par qui de telles mesures sont prises, non pour chercher un coupable ou condamner qui que ce soit, mais pour peut-être éclairer les voies d'amélioration. Il n'y a que deux personnes en présence, la Banque centrale et l'État représenté par le Trésor public. Sur le schéma 2.1, où il figure côte à côte, en tête de système bancaire, lui-même au centre du circuit économique. Cette position n'est pas le fruit du hasard, d'un dessein, encore moins un truc pour défendre une opinion. Les actions respectives de la Banque centrale et du Trésor public interfèrent tant dans la vie économique qu'il est parfois malaisé de localiser l'origine d'une perturbation observée. On l'a sans doute déjà perçu, la valeur de la monnaie est donnée par MP. Or, c'est la Banque centrale qui, très largement, détermine la masse monétaire, M. Tandis que c'est l'État qui, avec son armée de contrôleurs, tente de contenir P, quand la production ne répond pas aux sollicitations de M. La valeur de la monnaie peut ainsi, pour certaines personnes tout au moins, et pour un certain temps, résulter de l'action conjointe de la banque et de l'État. Ce bicéphalisme est susceptible, comme en politique, d'être la source de réelles difficultés. Afin d'en discuter, faisons intervenir l'État en ouvrant, sur le schéma 2.1, le robinet 3 que nous avons fermé jusqu'ici. Dans un premier temps, fermons 1 et 2 pour voir ce qui se passerait s'il n'y avait pas de résolution, de relation entre le Trésor et la banque. Dans un second temps, l'ouverture des 3 robinets nous permettra de mesurer les forces relatives des deux institutions. L'État et les activités. Il n'y a plus un esprit sain, ni conservateur soit-il, pour ne pas reconnaître que dans une économie moderne, développée ou pas, l'État joue un rôle irremplaçable. Comme d'habitude, les théories du sous-développement ont déformé la signification de ce rôle. Elles ont rabaissé l'État au rang soit de consommateur en prétendant qu'il peut, et souvent doit, suppléer au manque, à la ressource ou à la faiblesse de l'épargne du citoyen, soit de producteur en avançant que, dans un environnement dépourvu d'entrepreneurs, il doit descendre dans l'arène de la production. En fait, on observe à cet égard que l'intervention étatique n'est pas propre aux pays sous-développés. Qu'il s'agisse d'un pays aussi libéral que la Grande-Bretagne, à l'économie aussi administrative que la France, ou encore aussi indiscipliné que l'Italie, l'État consacre des sources considérables aux achats de biens, armées, prisons, hôpitaux, équipements administratifs divers. Il consomme. En tant que producteur, il prend souvent en charge des secteurs économiques entiers, soit parce qu'il touche des domaines de nature spéciale, dites des biens collectifs, comme l'éducation, la télévision et plus généralement l'information, la défense, des biens dont tous peuvent bénéficier en commun, en ce sens que leur consommation par un individu ne diminue en rien celle des autres individus, soit parce que, pour des raisons techniques, la gestion privée de tels secteurs serait défaillante. Il en est ainsi des monopoles dont la rationalité dans la gestion, la fixation des prix de vente notamment, désavantagerait la collectivité, la concurrence qui protège le consommateur étant exclue. L'État intervient aussi dans les économies modernes comme une providence. Il redistribue les revenus,
conformément à l'éthique sociale sortie des urnes électorales. Il en prend aux uns, les plus fortunés, et en donne aux autres, les moins nantis, sans qu'il soit besoin de justifier ces transferts par une quelconque participation à la production totale. C'est une fonction essentiellement de justice sociale dont l'analyse échappe à la réflexion économique proprement dite. L'économiste peut sans doute éclairer des choix, mais en tant que tel, il ne peut expliquer la distribution des revenus. Tout cela est illustré par le schéma 2.1. Ce qui est étonnant, c'est que alors que ce schéma a un caractère tout à fait général, l'économie de développement, préconisée par les pays ou les doctrinaires originaires des pays à économie de marché, par opposition aux pays à économie dirigée ou socialiste, accentue le rôle de l'État dans les économies sous-développées, en même temps qu'elle prêche l'efficacité du libéralisme. Cette contradiction n'est qu'apparente. Au fond, il n'est pas nécessaire d'être savant pour le voir. L'objectif recherché est de neutraliser les citoyens du tiers-monde, en les excluant du circuit de la production. C'est de l'autorépression. Et de traiter avec les gouvernements des gens qu'on connaît, des alliés sûrs, alliés contre qui? L'économie libérale, déjà bien imparfaite dans les pays de l'OCDE, n'est pas bonne pour le Zaïrois ou le Tunisien. Tel est le fondement des joint ventures, nouveau mot-clé de la coopérative contemporaine. On embrouille délibérément un problème simple que l'évolution des sociétés modernes révèle clairement. D'une part, les pays dits libres assistent à un rôle de plus en plus accru de l'État dans les activités, et cela par nécessité. D'autre part, les pays dits socialistes acceptent à mesure que le tissu économique se complique le jeu des mécanismes de marché. Au-dessus de tout cela, avec un détachement aérien et royal, les multinationales transgressent les frontières étatiques. Décidément, la dualité marché-plan s'évapore à la faveur des interdépendances socio-économiques mondiales. Ce qui est vrai, et c'est essentiel, c'est qu'il y a des économies dont le principe est le marché, l'intervention de l'État étant l'exception, et qu'inversement, il y a des économies à base de plans, mais où le marché intervient. Les choix idéologiques de part et d'autre sont tempérés par les exceptions nécessaires. Ce livre, on s'en est rendu compte, s'est placé dans le premier contexte sans préjuger de la valeur du second. Si un jugement personnel était permis, son auteur dirait seulement que la gestion planifiée est infiniment plus compliquée tant qu'il s'agit de favoriser les déplacements en direction de la limite des possibilités maxima. Car détecter les besoins à tout moment et s'orienter, et orienter, à l'aide du plan, la production pour les satisfaire, est bien moins facile que de les laisser se révéler à travers les prix, puis y répondre ensuite par une politique économique appropriée. Cependant, une fois la production réalisée, la justice sociale est plus difficile à approcher quand la motivation principale est le profit. En économie de marché, l'ensemble des fondements, méthodes et moyens d'intervention étatique est connu sous le nom d'économie publique. Producteurs, consommateurs, distributeurs ou receveurs, l'État ne nous retiendra pas plus longtemps. Par contre, aider à la réalisation du plein emploi est plus dans nos préoccupations. L'État a à sa disposition deux instruments qui influencent les circuits monétaires et financiers, l'impôt et l'emprunt. Judicieusement utilisés, ils sont précieux. Mal employés, ils peuvent être répressifs. Appelons-les respectivement fiscalité et gestion de la dette publique. De la fiscalité et de l'économie, qui est au service de qui? La fiscalité est probablement l'un des domaines qui, à juste titre, intéresse le plus aussi bien l'opinion publique, la presse, que l'État lui-même. L'homme de la rue, le commerçant, le cultivateur, voit dans l'impôt plus une amputation de son revenu
qu'une contribution à l'entretien des services publics nécessaires à la vie collective. L'État y voit plutôt un moyen d'asseoir sa puissance, tandis que la presse s'efforce de concilier les points de vue divergents. En Afrique, la fiscalité, ou son autre nom, le budget, est devenu un instrument de mesure des performances économiques ou des prouesses de l'État, un moyen de propagande politique donc. Tel pays est jugé plus riche que tel autre parce que son budget est plus fort. Pratiquement, à propos de la fiscalité, tous les avis sont permis. C'est compréhensible tant les champs de connaissances et d'intérêt qu'elle embrasse sont nombreux. Droit, sociologie, philosophie, statistique, politique, etc. Vu par l'économie, l'impôt, sans être un jeu d'enfant, est tout de même moins flou. Tout se réduit à la question de savoir dans quelle mesure le prélèvement que fait l'État sur les revenus des particuliers, entreprises et ménages est susceptible de favoriser la progression de l'économie vers la limite des possibilités maxima et éventuellement de reculer cette limite. Les questions de justice sociale ou fiscale, de rendement de l'impôt, de nomenclature, de l'assiette, etc., sans être moins importantes, sont écartées et les choses plus claires. Du moment que le système économique n'utilise pas pleinement ses ressources, que les entreprises, insuffisamment sollicitées, ne peuvent produire plus, ni par conséquent embaucher davantage de main-d'œuvre, la fiscalité peut-elle tirer l'appareil? L'État n'a le choix qu'entre ou bien accroître ses propres commandes aux entreprises, ce qui suppose qu'il augmente l'impôt, les conditions monétaires étant pour l'instant fixées puisque les robinets 1 et 2 sont fermés, ou bien encourager les particuliers à dépenser plus, mais alors il faudrait qu'ils diminuent l'impôt. Dans les deux cas, l'effet stimulant d'un côté risque d'être annulé par l'effet de freinage de l'autre. Accrue d'une main, la demande est réduite de l'autre. Sauf si, dans le premier cas, il est établi que le faible niveau de consommation s'explique par le comportement des particuliers. Les ménages surtout, qui économisent plus qu'il n'en faut, du point de vue de l'économie tout entière bien entendu. Mais nous savons que la thésaurisation est dans le système monétaire actuel un phénomène plutôt rare parce qu'irrationnel. Dans le second, un déplacement de la demande globale de l'État aux consommateurs ne serait efficace au sens où nous l'entendons que si c'est l'État qui thésaurisait. Circonstance exceptionnelle quand on connaît la tendance des gouvernements à dépasser les limites budgétaires. Mais en Afrique, cela se rencontre, n'a-t-on pas vu des ministres des Finances, des maires de communes, vanter les mérites de leur département en clamant des excédents budgétaires? Il peut cependant arriver que les réductions budgétaires en faveur des contribuables favorisent la consommation dont l'économie a besoin. Il est clair que, quand le gros des dépenses de l'État est dirigé vers l'importation, ce n'est pas rare en Afrique, une réduction fiscale en faveur des consommateurs des produits locaux peut être salutaire. Hormis ces cas, à vrai dire marginaux, la manipulation de la fiscalité a peu de chances d'influencer significativement le mouvement général des affaires tant que les conditions monétaires sont inchangées. Un courant de pensée dit fiscaliste, développé aux États-Unis, a cependant cru devoir affirmer la supériorité de la politique budgétaire sur la politique monétaire. À l'appui, une réduction fiscale, effectuée en 1964 par l'administration Johnson, qui aurait été à l'origine de la forte expansion cette année-là, par la promotion d'une meilleure utilisation de la capacité productive, la réduction fiscale a puissamment incité les affaires à accroître l'activité. En réalité, la réduction fiscale avait été proposée en 1963 par l'administration Kennedy, mais n'avait pu être mise en application.
Lorsque Lyndon Johnson l'applique en 64, l'économie américaine approche déjà le plein emploi, qu'elle atteindra au cours du deuxième trimestre de l'année 65. Il y a par conséquent eu entre-temps quelque chose, et ce quelque chose, c'est l'expansion monétaire. Jusqu'en 61, en effet, la masse monétaire, au sens où nous l'avons définie, varie de l'ordre de 1% par an en moyenne, passant de 130,7 milliards en 53 à 151,4 milliards en 61, soit un accroissement de 20 milliards en 8 ans. Cette même masse passe de 151,4 milliards en 61 à 175,9 milliards en 65, soit un accroissement de 25 milliards en 4 ans. L'expansion monétaire a soutenu la croissance économique américaine qui a caractérisé la première moitié des années 60. Contre-exemple. En 63-64, le Marketing Board ghanéen paye aux producteurs de cacao un prix supérieur au cours mondial. On crie à l'inflation, on dénonce le Marketing Board pour avoir obligé la Banque centrale à créer trop de monnaie et d'être à l'origine de la hausse des prix. En fait, on commet une double erreur. Premièrement, la prime donnée aux producteurs n'était qu'une partie des taxes qui l'avaient frappé les années précédentes et qui avaient provoqué la baisse des exportations de cacao depuis la campagne 61-62. C'était donc une ristourne de revenus antérieurement retenus. La bonne preuve en est la baisse des réserves qui passe de 109,6 à 52,8 millions de C10 en 1962 et 1964. L'accroissement de la masse monétaire, qui est considérable, de 63 à 64, provient donc d'un mauvais calcul qui y inclut la contrepartie des réserves extérieures. Deuxième erreur, on ne voit pas l'effet de retard que nous avons signalé. La mise en circulation des moyens de paiement peut parfaitement entraîner une hausse des prix, mais tant qu'elle est destinée à appeler les entreprises en leur offrant des perspectives de profit, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Quand les entreprises répondront « la hausse va se ralentir », c'est ce qui s'est passé au Ghana. L'impôt négatif de 63 à 64 donne un vigoureux coup de fouet à la production cacaoyère. Les exportations, qui avaient connu un taux d'accroissement annuel moyen régulier de 18% jusqu'en 61, est baissé respectivement de 6 et 7% en 63 et 64, bondissent de 31% en 65. C'est alors que l'État, pour arrêter l'inflation, recommence à taxer le cacao à l'exportation. Le résultat ne se fait pas attendre. Les exportations de cacao ghanéen n'atteindront plus jamais le niveau de 65. Le niveau maximum, d'après 65, c'est l'année 73. Après une diminution de 11% par rapport à 65, les autres années, la chute oscille entre 46 et 56%, toujours par rapport à l'année inflationniste. La moralité saute aux yeux. Les planteurs ont entretenu les champs en 65 parce qu'ils s'attendaient à un meilleur revenu. Ils ont refusé de travailler pour rien par la suite. Pendant ce temps, les exportations ivoiriennes se développent régulièrement à un rythme moyen de 15% depuis l'indépendance, à de rares années près explicables par les aléas climatiques comme en 67 et 70. C'est que l'État ivoirien, tout en levant une forte taxe à l'exportation, consacre à l'aménagement du territoire et des campagnes, ainsi qu'à l'assistance aux planteurs, des sommes considérables, ce qui revient à redonner d'une main ce qu'il a retiré de l'autre. Du point de vue de l'activité économique générale, le volume de l'impôt, l'équilibre ou le déséquilibre budgétaire, ou sa variation dans le temps, ne présente pas d'intérêt en soi. Le budget peut être aussi bien un instrument de soutien et de lancement des affaires qu'une arme répressive.
Tout dépend de l'orientation donnée à la ponction effectuée sur le contribuable. Ce qui est sûr, c'est que l'effet de la variation du budget peut être neutralisé par l'effet inverse sur le revenu du citoyen. En particulier, il est hâtif de mesurer, comme le fait la presse, les performances économiques ou le niveau de développement par le volume du budget. C'est lui qui est au service de l'économie et non l'inverse.